Le problème majeur, c'est réussir à créer du contenu rapidement, de qualité, et pour pouvoir ensuite diffuser sur les réseaux sociaux. Tu vois, j'ai plein de boîtes qui viennent tourner des ads, et après je tombe sur les ads, et je vois qu'en plus les ads cartonnent. Et ensuite, je suis tombé sur le creative stratégiste qui avait mis en place la pub sur LinkedIn. Il a fait un post LinkedIn, il a dit ouais, cette pub a cartonné, a fait X milliers d'euros de chiffre d'affaires pour mon client, etc. Et c'était tourné à Podspace. Je me suis dit putain, c'est vraiment génial en fait. La vidéo, tout le monde commence à dire qu'il ne faut jurer que par ça. En fait, vous avez aussi un momentum et un petit peu une petite part de chance en fait, c'est que vous êtes lancé pile au bon moment. Quoi. Ouais. Moi, je pense que la vie, tu vois, c'est fait d'opportunités. Après, c'est à toi de saisir les bonnes ou les mauvaises opportunités. Il y a des trains qui passent et tu montes dedans ou tu montes pas dedans. Exactement. Et Jay et moi, on est deux personnes qui aiment les risques. Donc, on prend beaucoup de risques en général. Et souvent, on peut se casser la gueule, comme ça a été le cas avec le café. On pourra en parler à un moment. Ah oui, oui, clairement. Mais je pense qu'il faut savoir rebondir vite. Et l'action est plus importante que tout. Let's go. Hey, let's go, putain, on le fait enfin. Cet épisode. Enfin. Avec James, alors, je pense que ça va être genre l'épisode, j'étais en train de te le dire, genre, je sais pas, c'est peut-être le 110 ou quoi, enfin peut-être je me trompe ou quoi, mais voilà, plus de 100 épisodes, un an après. Et du coup, bah, je suis trop content d'être avec James, qui est le CEO de Podspace. Plaisir partagé. Je te disais juste en off avant, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir fait les comptes, mais genre, je pense que sur 110 épisodes, toi, j'ai dû en faire, je sais pas, 15-20, tu sais, en mode avec Riverside en visio. J'ai dû en faire une grosse dizaine à Bordeaux. Ouais, mais ça veut dire que je pense que j'ai fait peut-être au moins 70-80 épisodes ici. Voilà, mon premier épisode, il y a un an, il était ici. Et 100 épisodes plus tard, on est encore chez Podspace. Et en fait, c'est de gaulerie de voir que quand je suis venu il y a un an, vous étiez 2 ou 3 là, dans votre dans votre cave, rue Montmartre. Cave là-bas. Là. Et maintenant, je sais pas, vous avez quoi, une quinzaine de studios, enfin même peut-être plus quoi, mais on va en parler, ouais. C'est quoi, je vais te laisser déjà te présenter, puis après de toute façon on va dérouler, sachant qu'on a rien préparé ou quoi, donc ça va être une discussion entre deux CEO pendant 1 heure. Quoi. Bah écoute, déjà ça me fait super plaisir d'être dans ce podcast parce que on a contribué un petit peu du coup au lancement de ton podcast. Yes. Et je te le disais tout à l'heure en off, je suis super content et fier de voir que tu n'as rien lâché et qu'aujourd'hui, bah, voilà, tu reçois des super personnes sur le podcast et ça continue de croître. Donc c'est super cool et je suis content du coup d'être là aujourd'hui pour pouvoir parler avec toi. Pour me présenter, bah, moi je m'appelle James, j'ai 29 ans. Je suis le cofondateur de Podspace et je suis papa de 2 enfants. Donc voilà, petite présentation brève et simple. Yes, et ça que, juste pour revenir là-dessus, parce que moi je me rappelle, donc il y a un peu plus d'1 an, en fait c'est fou, c'est qu'en fait maintenant tu vois, on voit les gens, ils vont dans des studios pour faire des podcasts, des vidéos ou quoi. En fait c'est fou en fait à quelle vitesse cette créateur économie elle évolue et que tu vois maintenant c'est rentré dans les mœurs, c'est normal, alors qu'il y a encore 1 an et demi, alors il y a encore plus, il y a 2 ans, en fait presque personne ne faisait ça. Et vous en fait là où vous avez senti le bon filon, c'est vous avez... c'est bizarre de dire, mais vous avez été l'un des premiers studios de podcast, en tout cas à Paris, en mode grand public. Et en fait, vous avez une croissance de ouf là depuis 1 an et quelques. Quoi. Ouais, comment c'est venu tout ça une super croissance. En gros, pour la petite histoire, un jour, je me baladais sur Instagram et j'avais un contact à moi qui était à Dubaï. Donc, j'étais dans le monde de l'infoprenariat, etc. Donc, j'avais beaucoup de contacts infopreneurs qui vivaient à Dubaï. Et je regarde la story d'un pote à moi et je vois qu'il est en train de tourner une VSL, mais dans un super décor. Et moi, comme à l'époque, je faisais déjà des vidéos YouTube, bah, tout ce qui était vidéo, ça m'intéressait. Et tout ce qui était comment faire un meilleur setup, etc., ça m'intéressait aussi. Et je vois qu'il fait une superbe vidéo et je lui dis, mais incroyable, t'as investi autant d'argent dans un setup à Dubaï. Il me dit, non, il y a un gars qui vient d'ouvrir un studio de podcast et c'est en train de cartonner. Et dans ma tête, je lui dis, mais le mec, il est trop smart. Parce qu'à Dubaï, il n'y a que des expats. Donc forcément, les gens ont besoin d'un endroit pour créer du contenu. Et la création de contenu, c'était en train d'exploser à ce moment-là. Et il a ouvert le studio et puis ça a commencé à cartonner. Il me dit, je loue là-bas. Et au même moment, j'ai mon pote, donc Eddie, mon associé, je vais manger avec lui, je crois, une semaine après. Il me dit, écoute, j'ai un local dans le 18e. Je sais pas comment faire, t'as pas une idée, on lance un resto. Je dis, ouais, on peut lancer un resto, je suis chaud. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup tester les choses, tu vois. Et après, je dis, mais attends, j'ai une autre idée. Et je venais de lancer mon podcast 6 mois avant avec ma femme, on pourra en parler aussi après. Je dis, viens, on lance un studio de podcast. Ça n'existe pas, enfin, ça existait à Paris, mais pas avec le business model qu'on a. Et pas dans notre milieu, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, des studios de podcast, on va dire plus télé, plus tout ça. Mais en fait, dans notre milieu un peu entrepreneurial, avant Podspace, moi, j'ai aucune marque, aucun il y en avait un, mais il ne s'était pas vraiment positionné comme un service grand public.
Ouais, Tu c'est vois. ça. Donc c'était niché pour les podcasteurs. La vidéo n'était pas mis en avant. Et aujourd'hui, voilà, on est dans un monde où on ne jure que par la vidéo. Donc on s'est dit, c'est un super créneau. Écoute, viens, on teste déjà pour nos besoins personnels. Donc moi, je voulais continuer mon podcast avec ma femme. C'était en train de bien prendre, tu vois. On l'a lancé sur TikTok, ça a explosé. Et moi, c'est que du format vidéo. Donc je me suis dit, écoute, je suis chaud. Moi, je veux me former sur la vidéo encore plus. Et on est deux personnes qui passent... On est deux personnes qui passent rapidement à l'action, tu vois. Ouais. Et ça nous avait coûté quoi à l'époque? Peut-être 25 000 euros au total. Sauf que la personne était 3 de base et la personne avec qui on devait s'associer, ça s'est mal passé. Donc Il y avait un troisième? Ouais, il y avait un troisième, Ah, c'était je à savais l'UL pas ça. local en fait. Ah, ok. C'était à l'UL local et en gros, on l'a découvert après, mais ils nous surlouaient le local alors qu'on était associés au même part. Donc c'était pas logique et on l'a découvert. Du coup on est sorti du projet. On a dit, écoute, en vrai, on peut continuer tous les deux. On va trouver un autre local. On a trouvé un local dans le 2e arrondissement, du coup, rue Montmartre. Et on a lancé le projet comme ça, juste pour tester et pour voir. Donc, c'était un side business de base, parce qu'on avait tous les deux nos activités. Et j'avais déjà une petite audience, tu vois, sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est la chance qu'en fait, on y... justement, moi, ça m'intéresse après qu'on revienne là-dessus, parce que toi, de base, t'es un entrepreneur et t'es un créateur de contenu, ça, on va en parler. Mais moi, juste pour rester là sur cette histoire du lancement de Podspace, moi, en fait, ce qui m'avait vachement interloqué, c'est pas le mot, impressionné, c'était vraiment votre go-to-market là-dessus. En fait, à quel point, en fait, à quelle vitesse, en fait, vous avez été plein et à quelle vitesse, en fait, tout le monde connaissait Podspace déjà dans notre petit monde de la créateur économie, business, LinkedIn, YouTube, tu vois, on va dire. Ouais, c'est vrai que ça allait super vite, mais parce que dès le début, on s'est dit, tu sais quoi, on documente tout. Et je me souviens j'ai encore la vidéo dans mon téléphone, du moment où on va acheter à Woodbrass les premiers mics et les premiers câbles XLR, tu vois. Et on dit, vas-y, on va lancer un studio de podcast, suivez notre aventure, et je publie ça sur LinkedIn et sur tous mes réseaux, Twitter, etc. Et commence à avoir l'attraction. Et à la suite de ça, on a fait une soirée de lancement, et je pense que la soirée de lancement a beaucoup aidé, tu vois. Et c'est pour ça que les lancements, c'est vraiment pas à négliger. Exactement, le physique. Ouais. En physique, vous faites en fait une personne que vous rencontrez physiquement, ça vous fera beaucoup plus de bien que 150 mails, 200 mails envoyés. Totalement. Après, même en digital, c'est un aspect vraiment important. Tu vois, j'avais une marque e-commerce avant qui s'appelait CoSmile. Et avec un lancement, je me souviens, un lancement sur TikTok, on a épuisé tout le stock en 48 heures. Donc, et c'est ça qui a aidé à propulser la marque par la suite. Et c'est pareil pour Podspace. La soirée de lancement a aidé à propulser Podspace par la suite parce qu'il y a du bouche à oreille, les gens en parlaient entre eux. Par la suite, on fait des stories Instagram, il y a un studio de podcast qui va ouvrir. Et c'est pour ça que dans notre stratégie d'ouverture, maintenant, il y a tout le temps une soirée de lancement. Là, on ouvre à Lille en franchise. Il y a une soirée de lancement le 6 décembre. Si tu veux venir, mon frérot, t'es invité, bien évidemment. Bon, le 6 décembre à Lille, ça va être compliqué. Mais et à la suite de ça, on a ouvert. Les premiers clients ont commencé à arriver. Et tu sais, c'est un studio de podcast. Donc, les gens viennent, mais font des stories Instagram. Donc, c'est un lieu physique. Et forcément, ça alimente la boule de neige. Donc, la boule de neige grossit. Exactement. Et au fur et à mesure, tu sais, la première année, on n'a pas fait de marketing, nous. Et puis en plus, en fait, les gens, par exemple, qui ont un podcast comme le mien, tu vois, par exemple, là, je te dis, je pense que j'ai dû faire 70, 80 épisodes ici. Du coup, c'est 70, 80 CEO qui sont venus ici. Et en fait, et à chaque fois, c'est peut-être une personne sur 3 qui me dit, c'est pas mal ici, il faudrait que j'en parle à ma CMO, il faudrait que j'en parle à ma directrice de la com, il faudrait que j'en parle à X, il faut que j'en parle à Y. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle vraiment du product-led growth. C'est-à-dire qu'en fait, limite, vous n'avez pas besoin de faire tant de marketing ou de growth que ça. C'est que c'est votre produit qui de lui-même en fait s'auto-alimente. Moi-même, je te connaissais pas avant, je n'étais pas abonné à tes réseaux ou quoi. Moi, c'était Valentine Soda à l'époque, qui avait fait une série de vidéos ici. Et je me rappelle lui envoyer un message, putain, c'est pas mal ton truc. Je suis en train de lancer un podcast. Je vais devoir trouver un endroit à Paris, mais tu vois, limite, c'est en voyant sa vidéo que je me suis dit, j'avoue, je vais peut-être pas le faire qu'en audio, je vais peut-être le faire aussi en vidéo. La vidéo, tout le monde commence à dire qu'il ne faut jurer que par ça. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que vous avez aussi un momentum et une petite part de chance, en fait, c'est que vous êtes lancé pile au bon moment. Quoi. Ouais. Pile au bon moment. La vidéo était en train d'exploser, le podcast était en train d'exploser à ce moment-là. Il n'y avait pas de meilleur moment, en fait. Après, tu me diras, peut-être si on l'avait fait un an après, ça aurait été la même chose, je sais pas. Mais il y en a d'autres sûrement qui se seraient mis là-dedans. Il y en a d'autres qui se seraient mis là-dedans, pardon. Mais le go-to-market était incroyable.
Mais alors du coup, vas-y, on va y revenir là-dessus. Moi, du coup, ça m'intéresse aussi de connaître ton histoire de créateur de contenu. Bon, en plus, voilà, avec ta femme, Shona, du coup, que je connais bien aussi, qui travaille également sur Podspace. Donc, c'est un peu mon interlocutrice privilégiée. Comment vous vous êtes lancé? Comment ça s'est fait tout ça? En fait, limite, revenons un peu avant. En fait, comment tu es devenu entrepreneur, créateur de contenu? Est-ce que c'est d'abord entrepreneur puis créateur? Ou c'est parce que tu étais créateur que tu t'es dit, bon, j'ai une audience, je vais lancer des business? C'est quoi un peu l'histoire du jeune James qui se lance après les études? Moi, j'ai toujours été passionné par comment faire de l'argent. Et j'ai toujours, au-delà de ça, j'ai toujours aimé créer des choses. Je pense qu'avant d'être un entrepreneur, je suis un créatif. Tu vois, je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer et la création me passionne. Que ce soit la création de projets, que ce soit la création de produits. Ça me passionne vraiment. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, tu vois. De l'idée au produit fini, tu vois, ce process-là, j'adore. Ouais. Vraiment, je kiffe. Et donc, du coup, pour revenir sur mon background, moi, j'ai fait une école de commerce, l'INSEC, avec ma femme Shona, tu vois. l'INSEC à Paris? Ouais, l'INSEC Paris, où j'ai fait un master en marketing digital. Mais quand j'étais en cours, j'écoutais rien et je regardais des vidéos sur YouTube sur comment faire de l'argent. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont vécu la même situation que moi. Donc toi, de base, t'es quand même, en fait, t'es beaucoup plus inspiré, pas par la Startup Nation, mais plutôt par l'entrepreneuriat, créateur de contenu, YouTube, infopreneur. Exactement. C'est ça, donc le monde des entrepreneurs d'Internet, quoi. Exactement. Moi, de base, je suis vraiment dans ce milieu-là. Ouais. C'est après que j'ai commencé Et c'est deux milieux qui se parlaient pas avant, tu vois. Avant. Ouais. C'est deux milieux Avant, qui étaient un petit peu même en guéguerre, tu vois. C'était même pas la guerre, c'est qu'ils se regardaient pas, quoi. Et pour eux, ils étaient différents, quoi. C'était. Exact. On n'est pas de la même religion, quoi. C'est totalement ça. Mais moi, j'étais fasciné par le monde du business en ligne. Donc, tout ce qui est Yomi Denzel, Théophile Hélier, tu vois. C'est des gens que je regardais beaucoup avant. Et à la suite de ça, j'ai eu mon master. Je suis parti en voyage à Bali avec ma femme. Et on s'est dit, bah, tu sais quoi, viens, on essaye de faire de l'argent en ligne. Et on a lancé une petite agence de publicité sur Instagram. Donc, on faisait des flyers animés, tu vois. Et je crois qu'en une semaine, on avait vendu pour 1000 ou 1500 euros de flyers. Et moi, dans ma tête, ça m'a débloqué un truc. Je me suis dit, putain, un truc de ouf. Je suis à Bali et j'ai réussi à gagner un salaire en 10 jours. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, OK, c'est possible de gagner de l'argent sur Internet. Et à la suite de ça, on est rentré, on a essayé de prendre la chose un petit peu plus au sérieux. Et je suis quelqu'un d'assez débrouillard, donc j'aime bien toucher à tout. Donc, on a commencé à vendre des sites. Donc, je créais des sites à l'époque sur Shopify, tu vois. Ça marchait bien, j'ai eu mes premiers clients et de fil en aiguille, on a commencé à se positionner sur un créneau qui était les infopreneurs, donc comment aider les infopreneurs à vendre plus de formations. Ça a bien marché aussi, mais je voyais que le vrai business était pas forcément là où on était, mais plus dans la vente d'infoproduits finalement, tu vois. Bah oui. Et je me suis lancé sur YouTube avec une formation en ligne sur comment lancer son agence de marketing digital. Et c'est à partir de ce moment-là où, tu vois, mes revenus, déjà, ils ont fait un fois 10 limite. Et c'est devenu un peu du n'importe quoi à mon âge. Je te parle de ça 5 ans en arrière, hein, quand même. Et là, tout s'est débloqué dans ma tête. Je me suis dit, OK, il n'y a rien qui est rationnel, en fait. Je peux avoir tel âge, mais gagner 15 000 euros par mois sur un lancement, il y a vraiment des choses, moi, dans ma tête, qui sont débloquées. Je ne viens pas d'une famille aisée. J'ai été élevé seul par ma mère. Mon père m'a abandonné. J'ai jamais manqué de rien. Mais ça n'a pas été évident quand même. Ouais, ça, je l'entends. Ouais. Tu comprends? Et j'ai essayé de garder les pieds sur terre à certains moments parce que moi, mon premier lancement à 15 000 euros, j'étais choqué. Je me souviens, ça m'a vraiment choqué. Je me suis concentré là-dessus. J'ai continué à vendre cette fameuse formation qui s'est bien vendue. Et du coup, j'ai lancé ma chaîne. Et je vendais qu'en organique en plus. Donc, j'avais pas de dépenses publicitaires. Parce que du coup, en fait, ta chaîne, pareil, donc tu montes ta chaîne YouTube en parallèle, du coup, pour développer une audience, une communauté. Donc, tu vends une formation pour aider les gens à créer une agence de en marketing, ligne, enfin plutôt digitale ou quoi. Ouais. Mais du coup, c'est quoi ton contenu à ce moment-là? C'est quoi? C'est des vidéos face cam? Ouais, tu fais des tutos, tu expliques des choses. Ça. Et du coup, tu as tout de suite une audience là-dessus ou En fait, j'ai tout de suite une petite audience. Donc, c'est-à-dire que je me souviens, je lance ma chaîne en janvier, je fais mon lancement en avril, et en avril, je fais un lancement à 8 000 euros, je crois. Mon premier lancement. Mais pour moi, c'était énorme à l'époque. Et j'avais, je crois, même pas 1000 abonnés sur ma chaîne. Je devais en avoir 800. Ouais, mais 800 personnes qui m'écoutaient, qui écoutaient mes conseils. C'est dur, YouTube, quand même, hein, franchement. YouTube, c'est très dur. Mais moi, un an après, je suis sur YouTube, je suis à 2500 abonnés. Et c'est déjà très bien. Et par contre, je sais que ces 2500 abonnés, c'est des hardcore, quoi. Alors que c'est les mecs qui étaient chez moi sur LinkedIn ou en newsletter,
qui sont venus écouter sûrement un épisode, un deuxième épisode, et qui à un moment donné se dit, bon vas-y, j'aime bien, je m'abonne parce que je veux avoir les notifs, le machin et tout. Et c'est vrai qu'en fait, c'est cette impression en fait d'aller chercher comme ça un par un, quoi. Tu vois, c'est hyper dur, je trouve, quoi. C'est très très dur YouTube, c'est la plateforme la plus dure et c'est pour ça que si tu t'es pas positionné avant, je pense que là c'est pas le pire moment parce qu'il y aura peut-être un moment encore plus, bien pire après, mais là c'est compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de C'est créateurs déjà de compliqué, contenu, je pense. ouais, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se positionnent maintenant et c'est pas évident. Et moi je me suis positionné pas tôt, mais je pense à un moment où il y avait beaucoup moins de concurrence. Et j'ai essayé d'être régulier. Donc, j'ai construit une petite audience au fur et à mesure des mois. Mais c'était, comme tu te l'as dit, c'était une audience très fidèle et qui me permettait de faire quand même un petit peu d'argent à mon âge. Et j'ai pas lâché ça pendant 2 ans. Et ça m'a permis ensuite d'avoir de l'argent pour investir de tester d'autres choses, donc le e-commerce, etc., tu vois. Hello, je m'appelle Hugo Benz, entrepreneur depuis plus de 10 ans, créateur de contenu et surtout passionné d'organisation et de productivité. Aujourd'hui, je veux partager avec toi la formation la plus complète du marché francophone sur l'organisation et la productivité. Je l'ai appelée la Bible de l'orga. Il y a 6 ans, je vivais un vrai chaos. Tout semblait m'échapper. Jusqu'au jour où j'ai compris que la clé n'était pas de gagner du temps, mais d'arrêter d'en perdre. Depuis, j'ai structuré ma vie autour de cette idée et j'ai littéralement changé ma façon de travailler et de vivre. Ça fait maintenant 3 ans que je partage quotidiennement mes itérations, mes progrès, mes échecs sur les domaines de l'organisation et de la productivité, que je les partage avec vous sur LinkedIn, via mes newsletters, en podcast. Et aujourd'hui, je vais encore plus loin avec 37 modules vidéo inédits dans lesquels je dévoile une méthode que je n'ai jamais partagée ailleurs. Une méthode qui fonctionne pour moi, pour mes employés et pour les dizaines de CEO que j'ai eu l'opportunité de coacher. Cette formation, c'est bien plus que des hacks, c'est un véritable système. Parce que tu le sais, les amateurs ont un objectif, mais les experts ont une méthode. Et je vais t'apprendre à créer la tienne. En suivant cette formation, tu vas rapidement reprendre le contrôle de ton temps, pas seulement pour moins travailler, mais surtout pour être libre. Libre de choisir ce qui compte vraiment pour toi. Libre de consacrer du temps à tes vrais objectifs. Et tu pourras voir les premiers changements hyper vite dans ta vie dès les premiers jours de cette formation. Avec mes 37 modules, tu auras accès à vie à des techniques et des outils que j'utilise au quotidien pour maximiser ma productivité. Et ce n'est pas tout, et je réserve à chaque membre un accès à une communauté et à plus de 500 000 € de remise sur tous les meilleurs outils de productivité et pas que. Alors si tu es prêt à reprendre le contrôle de ton temps et à transformer ta façon de travailler, cette formation est évidemment faite pour toi. Les premiers résultats arrivent dès les premiers jours. N'attends plus, rejoins-moi dès maintenant et démarre ta nouvelle transformation. C'est ici que tout se passe, sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Donc j'espère à très très vite. Ok, non, trop cool. Et alors, du coup, tu lances cette chaîne, tu lances du coup cette formation. Donc, bon, je suppose que de toute façon, c'est un truc que tu as lâché maintenant. Ouais. Mais du coup, c'est quoi, en fait, à quel moment, à quelle étape, il y a ce fameux switch avec le. C'est quoi, c'est James et Shona ou Shona et le James? podcast. C'est James et Shona, ouais. James et Mais Shona. de base, ça s'appelait Passe le plaid. Ok. À quel moment ça. Parce que j'adore cette histoire. J'aimerais que du coup, tu la racontes. C'est comment vous vous lancez à deux, en couple, en mode, vas-y, on va créer du contenu à deux. C'est quoi les formats, c'est quoi le concept et en fait, si tu arrives à avoir une explication, pourquoi ça a fonctionné, quoi. Déjà, il faut savoir qu'elle a toujours été avec moi dans mes projets. Donc, on a toujours entrepris à deux. Et là, jusqu'à l'heure actuelle, elle a travaillé avec nous chez Podspace. Mais là, cette fois-ci, c'est elle qui avait l'initiative de lancer le podcast. Donc, ce n'était pas une initiative qui venait de ma part. Et moi, je suis toujours chaud pour tout faire. Hein. Moi, tu me dis, viens, on lance une boîte. Je te dis, vas-y, let's go. Tu vois. J'aime beaucoup tester. Et elle me dit, vas-y, écoute, j'ai une pote qui m'a parlé d'un podcast aux US qui cartonne, qui s'appelle I Am The Hustle, tu vois. Et c'est en gros une fille qui raconte des histoires d'abonnés. Ils se demandent s'ils sont mauvais ou pas par rapport à une situation qu'ils ont vécue. Et j'écoute, pourquoi pas. Je suis chaud. Elle me dit, viens, on le lance sur TikTok. Je dis, écoute, je suis chaud. Juste, je crois, 8 mois avant, on avait lancé CoSmile et ça avait cartonné sur TikTok. Donc ça, c'était une marque de quoi? De trucs pour les dents, non? Ouais, je sais pas si tu connais la marque iSmile qui cartonne en Australie. C'est une très grosse qui marque. blanchit les dents? C'est un correcteur de couleurs. Ils appellent ça un correcteur de couleurs qui blanchit les dents. Et aujourd'hui, maintenant, ils ont sorti une gamme de dentifrice, etc. On a fait exactement la même chose en France, mais on a lancé full sur TikTok avec des créas TikTok où on se brossait les dents, etc. Ouais. Ça a cartonné. Et moi, je voyais vraiment l'opportunité de TikTok.
Ouais. Ça, moi, je suis passé à côté, moi. Vraiment, pour moi, je me dis, mais c'est le prochain truc. Comment tu peux faire autant d'argent avec des simples vidéos qui durent même pas 30 secondes? Ouais. C'est incroyable. Et donc, elle me dit, on lance ça sur TikTok. Je lui dis, je suis chaud, moi j'aime bien TikTok. On essaie une première fois, ça marche pas. Mais je te parle de ça, on avait des iPhones, donc on filmait, je mettais un trépied là, 2 iPhones, et puis on se filmait, puis je faisais le montage en post-prod. Attends, et c'était quoi le format en fait? Vous parliez de quoi en fait? Vous En- parliez en fait, c'est ça, vous racontiez l'histoire d'un abonné? Bah, en fait, on prend des Reddit. Tu connais Reddit? Ouais, Reddit, c'est ce truc, l'espèce de forum en ligne, quoi. Ouais, forum en ligne où les gens, en fait, ils racontent leurs histoires par rapport à une situation qu'ils ont vécue et ils se demandent s'ils sont mauvais ou pas. Donc, Ok. est-ce que je suis mauvais d'avoir, je sais pas moi, Est-ce que je suis une bonne personne ou pas, quoi? quel exemple je pourrais te donner? Suis-je mauvais de ne pas avoir invité ma belle-mère À Noël. à Noël? Voilà, très bien comme exemple. Et du coup, ensuite, ça amène des débats de société, forcément. Et ce qui est gorille, c'est que là, du coup, tu débats de ça avec ta femme. Donc, Voilà. c'est là où, en fait, où ça fonctionne aussi. C'est là quoi. où ça a fonctionné. Parce que il y avait 2-3 formats qui existaient déjà sur TikTok. Ça s'appelait pas Suis-je mauvais, mais c'était pareil. Mais il n'y avait pas de débat après. C'est les abonnés qui débattaient en commentaire. Et nous, on est arrivés, du coup, en couple. En plus, nous, on rigole. On a l'habitude de beaucoup rigoler avec Shona, tu vois. Et du coup, ça a amené des débats de folie. Et les gens, ils ont tout de suite accroché. Donc, format court, hook puissant. Dès le départ, nous, on a commencé avec nos vidéos. C'était Suis-je mauvais? Et tu regardes sur YouTube, c'est tout le temps la même chose. Ouais, le hook est génial. Par contre, alors moi, c'est là où tu vois, j'y connais rien. Après, sur TikTok, du coup, tu peux enchaîner en discutant avec une vidéo plus longue. Au début, lorsqu'on a commencé, je crois qu'ils avaient autorisé les vidéos de 3 minutes. Et ensuite, ils sont passés à 10 En vrai, minutes. un débat de 3 minutes, ça va. Tu Ça vois. va, parce que tu nous, as le temps de dire des choses. C'est des histoires de 1 minute de base en moyenne. Ouais. Tu vois, c'est des petites histoires. Et ensuite, on part sur un débat d'1 minute 30, 2 minutes. Donc, ça collait parfaitement. Ouais. On lance ça en décembre. Je crois quand 10 jours, on fait 10 000 abonnés. Et ensuite, ça a été... c'était un truc de Ouais, fou. et attends, ça, c'est quoi? C'est il y a genre 3-4 ans? Non, il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans. Là, en décembre, ça fait 2 ans pile. Et tu penses que, alors, moi, j'y connais rien, encore une fois, à l'algo de TikTok, tu lancerais ça maintenant, ça serait la même ascension ou ça a changé un peu? Je crois que ça a changé un peu TikTok, non? Je pense que ça serait un petit peu plus dur quand même. Ouais. Ouais. Mais après, encore une fois, comme tu dis, là, il y a tous les ingrédients, Il y avait même tous s'il les n'y a pas de ingrédients. recette, mais là, on sent qu'il y a quand même tout pour faire une bonne popote. Ouais, quoi. je pense. Je pense qu'il y avait tous les ingrédients. Le concept bien ancré, la viralité avec des débats houleux, forcément. Et mainstream, tu vois. Et mainstream qui touche absolument tout le monde. Ouais, voilà. Mais vraiment tout le monde. TikTok, la viralité. Et ensuite, ça a été du n'importe quoi, tu vois. Vous êtes monté à combien Là, on a plus de 1 300 000 abonnés sur... Est-ce que vous continuez à l'alimenter? Ah ouais. Là, on va faire 1 million sur TikTok, plus de 320 000 sur Instagram, 50 000 sur YouTube et Spotify, je crois qu'on est à 60 000 ou 80 000 abonnés. Parce que du coup, après vos débats, en fait, votre podcast, vous le mettez également en audio et sur YouTube et compagnie. Au début, on ne le mettait pas en audio. Et c'est là où moi, j'ai toujours dit que TikTok, c'était un cheat code de fou. Et un jour, je dis à Shona, viens, on essaye de rediriger tout sur Spotify par rapport à TikTok. Testons. Je crois qu'on a fait 10 000 écoutes par jour quotidiennes en 1 mois, même pas. Que Spotify? Pas Apple Podcast, tout ça et tout? Que Spotify. C'est dommage, du coup, tu t'enlèves une plateforme. Ouais. Et je me souviens, on est parti en vacances au Maroc, genre 4-5 mois après. Je vais dans classement Spotify France. Je regarde le classement, je vois on est 10e, juste derrière Guillaume Play, Legend. J'étais choqué. Et je regarde les écoutes, on était à plus de 350 ou 400 000 écoutes par mois. Ouais, c'est énorme. Et donc tout le trafic TikTok, toutes les vues TikTok qu'on faisait, on les redirigeait sur Spotify. Et les gens écoutaient Spotify. Un jour, je vais au bureau le matin, je prends les transports. Et je m'assois à côté d'une fille. Et elle est sur son téléphone, je regarde comme ça. Et je vois qu'elle est en train d'écouter notre story. Et du coup, je fais ça. Elle me regarde et elle était choquée, tu vois. Et là, je capte que, purée, ça va super vite, en fait. Ouais, c'est ouf. Mais attends, et ça, du coup, parce qu'on est d'accord, donc là, c'est des sujets de société, c'est gaulerie, machin, etc. Mais est-ce que ça, c'est possible d'en faire un business ou de s'en servir pour d'autres business? Largement. Ce type d'audience. Comment tu fais? Comment vous avez fait, vous, du coup? Bah, nous, on l'exploite pas à 100% parce qu'en vrai, notre focus, il est beaucoup sur Podspace et ça nous prend beaucoup de temps. Donc, en plus, on a 2 enfants, tu vois. On essaie un peu d'organiser notre journée. Mais, ça fait rentrer de l'argent sans qu'on fasse grand-chose. Déjà, maintenant, on a plus d'1 million d'abonnés, donc forcément, on a des collaborations avec des marques.
On a les vues TikTok, on a les vues YouTube, on a les écoutes sur les plateformes aussi qui rémunèrent. Ah oui, tu mets des petites pubs au milieu, en avant et tout. Ouais. Mais des pubs, en fait, que c'est pas toi qui les tournes et tout. Quoi. Non, ouais. Ça, c'est dommage, en fait. Hein, tu gagnerais plus en faisant Mais j'y ai de la pensé. pub pour les Igral, Emma, tu sais, les matelas. Bon, on l'a fait, tout Emma ça. Matelas. Ah bah ouais, ça cartonne. On l'a fait, Emma Matelas. Et donc, ouais, ça génère quand même un petit passif qui est intéressant, mensuellement parlant. Et je pense que si on mettait notre focus à 200%, Ah oui, on c'est ferait pas possible. 3-4 fois les chiffres qu'on fait actuellement sur le podcast. Mais c'est possible aujourd'hui de vivre d'un podcast et de bien vivre d'un podcast, largement. Mais donc, du coup, moi, je voulais quand même qu'on raconte cette histoire parce que déjà, elle est chouette. Il y a le côté couple, il y a le côté création de contenu. Et puis, ça a bien marché, c'est chouette et tout. Et en vrai, je pense que c'est quand même une étape importante Bien sûr. de ta life parce que, mine de rien, on ne passe pas par hasard de j'ai créé un podcast avec ma femme à je crée Podspace, qui est la première marque de studio de podcast maintenant en France. Alors, Ouais. je dis première, même si ça cartonne, vous ne faites pas encore 50 millions d'euros parce qu'en fait, vous êtes sur un marché qui est en train de grossir. Exactement. Et vous avez tout de suite pris la place de locomotive, en fait. Quoi. Exactement, ouais. En fait, ça a forcément beaucoup aidé l'idée. Donc, à ce moment-là, je pense que Eddie, mon associé aussi, voulait tester autre chose. Donc, c'était le moment parfait. J'ai proposé l'idée, il était tout de suite chaud. Et du coup, on s'est lancé à deux. Et comme je t'ai dit, après, on a lancé le premier studio. On a été rempli, je pense, en septembre. On était déjà full sur un mois. Mais c'est ça, moi, je suis venu faire les premiers. En juillet, août. Non, t'as raison, il faisait chaud, mais c'était genre début septembre. Ok, donc nous, on avait lancé en juillet. Genre, tu vois, 10-15 septembre. Ouais, Donc juillet là, ça fait un peu 2023. plus d'un an, quoi. Ouais, c'est ça, on a lancé en juillet 2023. Exactement. Avec Guillaume Moubèche, Maxime Blondel Exact. et Jérémy Bendaillan, Tu m'avais ramené des la belles première têtes. journée. C'était hyper cool. Jérémy ensuite qui m'a envoyé plein de clients. Jérémy, grosse dédicace. Jérémy il est trop fort. Et tu sais que, franchement, je pense que t'es là au moins 5-6e personne à me dire ce genre de phrase, mais genre texto, sujet, verbe, COD. Jérémy Bendaillan, ah ouais, il m'envoie plein de clients. Ah, mais tu C'est sais, le mec le plus altruiste du ouais, tu sais ce qu'il de fait, l'écosystème. Jérémy. D'après, il m'a fait trop rire. Il crée un groupe WhatsApp. Il dit salut James, je te mets en relation avec un tel. Et après, il se barre. il quitte le groupe. Ouais, il fait ça aussi tout le temps. La dernière fois, j'ai même pas eu le temps de répondre. Tu vois. Ouais, il me fait ça tout le temps aussi. J'ai dit c'est un fou. Mais franchement, moi, je crois que c'est Il l'un de déchire. mes entrepreneurs préférés. Il déchire. Et donc, en fait, les 3 premiers, moi, ils m'ont envoyé trop de force. Et les 3, ils ont. Tu vois, moi, mon podcast, encore une fois, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir que quand tu m'as dit, je suis fier de toi, t'as pas Ouais, lâché je suis et tout, content. parce que voilà, ça fait plus de 100 épisodes en un an. Je suis content. Mais tu vois, le podcast, on peut pas encore dire que c'est un succès en termes d'audience. Tu sais, moi, genre sur YouTube, la moyenne, c'est un peu plus de 1000 écoutes à peine, tu vois. Alors, encore une fois, c'est des écoutes ultra ciblées, je suis content. Mais tu vois, on peut pas dire que ça tabasse, quoi, tu vois. Et alors, ça marche mieux en audio. Là, YouTube est en train de prendre le pas. Mais tu vois, en fait, c'est quand même dur de décoller, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, je suis fier de toi parce que tu lâches pas. Et je pense que tu as je pense que tu as raison de le faire parce que quoi qu'il en soit, c'est les personnes qui sont persévérants et qui persévèrent dans la création de contenu qui s'en sortiront le mieux. Et j'en suis convaincu. Vraiment Non, mais convaincu. clairement. Puis bon, de toute façon, après, on va faire un podcast. Faites un podcast parce que déjà, en fait, vous allez aussi inviter des gens. C'est quoi, tu vois, en un an, tunnel, tu rencontres. même s'il y en a que je connaissais déjà, mais dans tous les cas, même si je les connaissais qu'un peu, une fois après avoir papoté pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec la personne, c'est plus la même relation que quand vous vous êtes serré la main au Exactement. début de l'entretien, quoi. Et peut-être, et enfin, encore une fois, il faut faire ça par pur altruisme. Hein. Il faut pas faire ça de manière intéressée en mode je l'invite dans mon podcast, je vais parler 1 heure avec lui et du coup, après, je vais pouvoir lui vendre ma cam. Évidemment que si par contre tu veux lui vendre ta cam, ce sera beaucoup plus facile après. Mais du coup, c'est quand même l'un des. Voilà, c'est un super lead magnet, c'est un super outil de réseau. Enfin, c'est ultra cool pour ça. Ouais, Quoi. Au-delà de ça, je pense que tu apprends beaucoup à échanger avec les gens. Tu vois. Et le podcast, c'est souvent des discussions quand même assez profondes parce qu'il y a le côté intimiste du podcast. Ouais. Donc tout ça, ça fait que c'est une superbe chose à mettre en place. Totalement. Et donc, du coup, si on revient vraiment sur Podspace, donc vous avez ce premier local. Donc, c'est le premier local où nous deux, on se rencontre. Et là, c'est vrai que, en fait, je pense que quand même, ce qui a été un facteur clé de succès, c'est que même si, bon, il faut toujours fake it until you make it ou quoi, vous, quand même, on voit qu'il y a eu quand même un certain souci du détail pour la V1 du produit. C'est qu'en fait, directement, il y avait un super setup, belle déco, belle lumière. Mais c'est con, mais c'est pareil, c'est 2 énormes fauteuils qui rendaient hyper bien à l'image. Et c'est ça, en fait, aussi qui a fait que on vient et en fait, on a envie de revenir. Parce qu'en fait, toute l'essence même de votre business model, il est dans la récurrence, tu vois. Ouais, totalement. Après, je pense que les décors, c'est un point sur lequel on a essayé de mettre de l'attention. Mais encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, je trouve,
c'est beaucoup du bricolage, tu vois. Ouais. On se démerde avec les moyens du bord et ça n'a pas été évident. Et c'est pour ça que je crois beaucoup en ce projet-là. C'est que, bon, là, on commence à avoir beaucoup plus de fonds, donc c'est plus facile. Mais demain, je t'en parlerai peut-être après, mais là, on compte lever des fonds. Demain, on lève des fonds. On travaille avec un vrai architecte, avec des gens vraiment compétents dans leur domaine. On fait un truc de fou. Parce qu'on sait qu'avec peu, on a déjà fait quelque chose qui était pas mal, tu vois. Le setup que tu vois là, je montais les meubles, je me souviens, j'ai monté la cheminée tout seul, on voit le petit détail qui est pas ouf, mais c'est pas pour autant que les gens ne viennent pas. Oui, et c'est là que tu te dis, en fait, le business model, il est pas dans la création de décors, mais il est vraiment dans le fait de délivrer un service rapide, de qualité, à une personne qui a besoin de créer du contenu. Non, mais en fait, c'est ça. Donc, ouais, il y avait la qualité du décor. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté-là, tu vois, moi qui démarre dans le podcast, je connais rien, moi, à tout ça ou quoi. Et c'est vrai que, du coup, j'étais venu, je me rappelle, j'étais venu 2 jours, je tournais 6 épisodes, du coup, 3 le premier jour et 3 le deuxième jour. Et c'est fou parce que je me rappelle même plus qui c'était le deuxième jour, mais bon, bref. Et une semaine après, j'avais du coup mes 6 épisodes qui étaient montés avec mon jingle, mon machin, mon sponsor et tout. J'avais des shorts pour aller le distribuer un peu partout. Parce que moi, pareil, à ce moment-là, j'ai pas de compte TikTok, j'ai encore moins de compte YouTube pour faire aussi des shorts ou quoi. Je repars avec une miniature. Moi, pareil, je connaissais pas ce game de la miniature à l'époque. Alors qu'en fait, maintenant, la miniature, c'est un game de ma boule, quoi, tu vois. C'est là qu'on voit que le monde va vite, quoi. Tu vois, grave. Il y a 1 an et demi, on en parlait encore à peine de tout ça. Et en fait, c'est vrai que c'est ça qui faisait que c'était cool. On se dit, ah ouais, ok, c'est cool, j'ai rien à faire, quoi. Exactement. C'est clé en main, quoi. C'est clé en main. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, si tu veux construire une boîte vraiment qui marche, tu dois faciliter le plus possible ton client pour qu'il ait rien à faire totalement. Et on a tout de suite vu... Enfin, moi, de base, comme je venais aussi de la sphère YouTube, je connaissais les codes YouTube et je savais ce qui marchait, ce qui marchait pas. Ouais. J'avais le podcast qui avait cartonné sur TikTok. Donc, j'avais aussi ce positionnement. OK, je sais comment faire exploser la visibilité de quelqu'un en ligne aujourd'hui. Il faut passer par la vidéo, il faut faire des shorts, il faut faire une belle miniature. Et je me suis dit, en fait, tout ça, à partir du moment où nous, on produit le contenu, on est capable de le faire derrière si je recrute des équipes qui sont compétentes. C'est pour ça que je disais, en fait, je voulais que tu racontes ton histoire avec Shona avant, parce qu'en fait, c'est pas anodin, ça, en fait. Parce que tu as été... Et tu es toujours, en fait, dans notre peau aussi. C'est qu'avant d'être un entrepreneur, ou en même temps que d'être un entrepreneur, tu es un créateur de contenu. Donc, en fait, tu pourrais être ton propre client, en fait. Quoi. Exactement. C'est totalement ça, tu vois. Aujourd'hui, les podcasts, les épisodes de James et Shona, on les tourne ici. Ouais. Tous les samedis. Tu vois, et ça continue d'alimenter le compte. Les shorts, pareil, c'est les équipes qui les font. Donc, en fait, moi, à partir du moment où j'utilise mon produit et j'en suis satisfait, je sais que c'est un produit qui peut marcher. Non, clairement. Et alors, du coup, pour maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail du coup, de ce qu'est Podspace, parce que c'est vrai que de base, on pourrait se dire, ça aurait pu rester un petit projet. Ouais. Voilà, tu as ton local, tu as ton setup. C'est plein. Alors déjà, très vite quand même, vous montez une plateforme pour que les gens ils puissent réserver en ligne, parce que c'est vrai que c'est quand même un métier qui est ultra chronophage si tu mets pas des points d'automatisation à plein d'étapes. Donc ça, c'est quand même un premier point. Et en fait, non, ce qui m'intéresse, c'est que tout de suite, c'est que tu me racontes là l'histoire de cette première année, on va dire ces premiers 12 mois qui se sont écoulés, parce qu'en fait, du coup, vous avez fait plein de trucs pour développer la marque, le business. Et en fait, pareil, et du coup, comment vous êtes arrivé aussi à ce nouveau business que vous êtes en train de lancer? Parce qu'après, en fait, on va pas se mentir, un réseau de studios d'enregistrement de podcasts, ça peut être très gros, mais c'est difficilement scalable en l'état. Alors même s'il y a des histoires de franchise ou quoi, mais bon, tu vas un peu nous... Moi, ça m'intéresse parce que moi, j'ai suivi ça, je venais ici tous les mois, donc je voyais à chaque fois l'évolution de votre vision et de votre business. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Alors, ça allait très vite, donc je crois que... Donc, en septembre, quand tu viens, on commence à être full sur 1 mois. On voit qu'il y a de la demande. On commence à signer des entreprises. Donc, on se dit, waouh, en fait, c'est aussi un marché qui peut intéresser le B2B. On se dit, écoute, est-ce qu'on lance pas un deuxième studio de podcast pour voir? Encore une fois, moi, je pense que la vie, tu vois, c'est fait d'opportunités. Après, c'est à toi de saisir les bonnes ou les mauvaises opportunités. Donc, il y a des bonnes et il y a des mauvaises opportunités. Il y a des trains qui passent et tu montes dedans ou tu montes pas dedans. Exactement. Et Eddie et moi, on est 2 personnes qui aiment les risques. Donc, on prend beaucoup de risques en général. Et souvent, on peut se casser la gueule, comme ça a été le cas avec le café. On pourra en parler à un moment. Ah oui, clairement. Mais je pense qu'il faut savoir rebondir vite. Et l'action est plus importante que tout. Et du coup, un jour, on va manger là, dans la brasserie d'à côté. Non, dans le restaurant qui est juste collé. Le resto asiatique, là, non? Ouais, exactement. Ouais, très bon d'ailleurs. Et rue des Jeuneurs. Ouais, rue des Jeuneurs.
Eddie a un excellent relationnel, on se complète beaucoup sur ça. Moi un peu moins, j'ai un peu moins de facilité à faire le premier pas vers les gens. Ok. Lui, pas du tout, il réseaute extrêmement bien. Et du coup, on discute avec les deux jeunes, c'est deux jeunes aussi qui tiennent le restaurant. Et on leur dit notre business, il dit incroyable les gars, nous, notre proprio, il a une cave juste à côté de 200 mètres carrés, ça peut vous intéresser. On dit ouais, chaud de visiter. Et ils avaient les clés, tu vois, ils nous font visiter direct. On descend, on se projette. On voit le truc de ouf, on dit waouh, on veut rencontrer le proprio. Parce que là, donc, c'est là où on est. Ouais, Parce que c'était là, une cave alors, avant. du coup, ceux qui sont en audio, si ça vous intéresse de voir, venez directement sur YouTube. Mais là, pareil, ce que je me rends compte, c'est que du coup, c'était quoi? C'était brut. Ah, brut, c'était une cave. Ouais. C'était une vraie cave. Genre le sol dégueulasse, Dégueulasse, la vraiment. mur en pierre et tout. Et on se projette direct, on dit on peut faire un truc de fou ici. Et bon, je passe les détails sinon ça va être trop long. On signe le bail, on fait les travaux, on fait les studios, on ouvre en janvier. Janvier, les studios se remplissent, je crois que peut-être 3 Vous avez semaines 3 d'attente. setups du coup. Ici on a 2 pièces distinctes. Oui, deux pièces. En fait, là, il y Avec en a plusieurs décors. juste en face. Donc là, si ceux qui sont en train de regarder cet épisode, vous regardez là les 3 épisodes précédents avec Owen Simonin, avec Bruno Maltor, avec Ludoc. En fait, on est juste en face là derrière la caméra. C'est un autre setup avec deux beaux fauteuils en forme d'œuf un peu. Exactement. Donc on lance ça assez rapidement. On savait qu'il y avait de la demande. Pareil, ça se remplit. Notre chiffre d'affaires, il fait forcément x2. Tu vois, on passe rapidement on faisait peut-être 30 au max sur le premier, mais c'était déjà énorme. Avec une salle. Là, on passe à 60, 65, 75 après, tu vois. Sur 75 quoi chiffre d'affaires mensuel. Ouais, chiffre d'affaires mensuel. Et on se dit, waouh, en vrai, c'est un beau marché, mais c'est difficilement scalable. On a une opportunité d'ouvrir à Barcelone. On ouvre Barcelone. Après, forcément, on commence à prendre de l'ampleur, tu vois. Et là, on essaye de scaler comme on peut avec les moyens qu'on a. Et encore une fois, tu vois, c'est pas toujours évident. En plus, là, c'est un business physique et digital. Donc, c'est un peu un business hybride. Donc, il y a le format production, agence de prod, mais aussi agence digitale où tu dois livrer tes clients, faire de la gestion de projet. Donc, on essaie de gérer tout ça. On recrute beaucoup. On passe rapidement de 3 personnes à 10, puis 15. Puis là, aujourd'hui, on doit être plus d'une vingtaine sur l'ensemble des pays, donc France, Espagne et US. Et tout s'enchaîne, en fait, sur l'année qui vient de se passer. Tout s'est enchaîné extrêmement vite. Ici, on ouvre un café pour dire, tu sais quoi, vas-y, on a un espace en haut. Allez, soyons fous, faisons un café. Ça, j'avoue, je me rappelle quand tu me l'as dit, je trouvais ça sympa parce que du coup, moi, je pouvais avoir mon petit café, mon petit bagel juste avant d'aller faire le podcast. Mais j'avoue que j'avais du mal à voir le business model florissant après, tu derrière. sais, comme je le répète, mais on est 2 personnes qui aiment beaucoup tester les choses. Et on se dit, bon, on est jeunes, on a un café sur Paris, c'est génial, tu vois. Ouais, pour la non, mais j'avoue que crédibilité, c'est cool. c'est un truc de ouf. Les clients sont super contents de l'expérience. Tu rentres par un frigo en plus. Ouais, il y avait une pour les gens sorte qui un peu connaissent pas. de speakeasy, très Speakeasy, cool. ouais. C'est l'effet était assuré avec Ouais. tous les Et ça nous a beaucoup aidé. Ça a beaucoup fait parler du studio. Ah, le studio, il y a où tu rentres par une porte frigo. Tu vois, c'était incroyable. Bon, le café n'était pas rentable, on le ferme. Et on rebondit toujours. Donc là, on a divisé l'espace pour en faire des bureaux et un nouveau studio en haut. Ouais. On ouvre En travaux actuellement, voilà. là. On ouvre Barcelone, ça marche. J'ai un ami à Miami qui a un réseau de boîtes de nuit, un ami d'enfance avec qui j'ai grandi, qui est parti aux États-Unis avec 5 000 €, qui a tout cassé là-bas, tu vois. Et on va à SF, en fait, pour l'histoire, pour essayer de lever des fonds sur Podspace. Sauf que... Vous vous êtes fait le trip American Dream, quoi. Ouais, c'était trop bien. Vraiment une grosse Ça expérience. vous a pour le inspiré, coup. quoi. Ah ouais. Ça a été aussi un... Parce que vous êtes revenu avec 0 balles, mais vous êtes revenu avec une dose d'inspiration de ouf. En fait, Désolé, j'ai spoilé. on est revenu avec 0 €, mais je pense que ce voyage va débloquer beaucoup d'argent par la Clairement. suite. Tu vois. Et Eddie réseaute extrémement bien aux US. On se fait un gros réseau à SF avec vraiment des gens qui pèsent, tu vois. On a un rendez-vous avec un VC qui a investi dans Lyft, dans Patreon, tu vois. Et c'était le VC parfait pour nous. On rencontre la fille du coup qui était VC à un dîner avec un ex-professeur de neurosciences de Stanford qui nous avait invités dans sa maison. Vraiment, c'était lunaire ce qui m'arrivait à San Francisco, tu vois. Et du coup, c'était un petit dîner vraiment dans un cercle fermé avec plein de gens qui... Comment vous y rentrez dans ce petit cercle-là? Eddie est très fort pour... Vraiment, c'est un mec qui est chaud. Eddie, on a tous les nos qualités et c'est pour ça qu'on se complète super bien. Mais lui, pour réseauter, c'est vraiment son cheat code. Ouais. Et je sais que maintenant,
quand on commence des discussions, quand ça parle de négociation et qu'il faut réseauter, je le laisse faire parce que je sais qu'il est meilleur que moi. Ouais, grave. Tu vois. Et du coup, il arrive à nous débloquer un dîner dans la maison de l'ex-professeur de neurosciences de Stanford. Incroyable. Ce dîner-là, il y avait des VC, il y avait des BA, tu vois. Mais c'était un dîner business, mais pas business. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il fallait réseauter, il fallait faire travailler son réseau, mais ce n'était pas le but du dîner. Ouais. Et du coup, il y avait on était peut-être une dizaine, tu vois, c'était pas beaucoup. Et on pitch à un moment Podspace, ils sont choqués de nos chiffres et ils sont choqués de la croissance, tu vois. Et la VC, elle semble très, très intéressée. Je me rappelle, elle était venue avec des chaussures de chasse, tu vois. C'était lunaire. Elle faisait de la chasse juste avant. Elle est venue avec ses chaussures de chasse, genre. Ok. C'était lunaire, le truc. Et on lui pitch le truc. Akif, elle dit, écoutez, envoyez-moi votre deck ce soir. Et je me souviens, on lui répond, ok, on te l'envoie demain matin. Elle dit, non, tonight. Et genre, il était déjà minuit, tu vois. On rentre en voiture. On arrive à 4h du matin à l'Airbnb. Je me souviens, parce qu'évidemment, on n'avait pas préparé de deck en anglais. Et on traduit le deck à 4h du matin avec des grosses scènes. J'avais filmé ça d'ailleurs sur un vlog. Et le lendemain, elle nous dit, ok, c'est bon, vous avez un rendez-vous avec le VC. Je crois qu'on y va 3 jours après. On était excités comme des fous. C'était vraiment un truc de ouf. 15 minutes, comme dans Shark Tank, tu vois. Le gars super gentil. Et tu vois qu'il a de l'expérience. Donc, on est tous les deux là, avec notre petit costard, comme ça, tu vois. Eddie est à côté de moi. Et le mec, il dit, OK, les gars, pitchez-moi votre boîte. Et on pitch pendant 15 minutes. Avec le stress, évidemment, c'est pas facile. Et le mec capte très vite tout, en fait. Donc, il est là dans son bureau, il prend son stylo sur le tableau blanc, il écrit, il décompose le business model de A à Z. Il dit, OK, très, très bonne idée, les gars. Mais au final, ça se fait pas. Et puis, il nous fait comprendre que c'est pas scalable. Tu vois, et il nous dit pourquoi pénétrer le marché américain alors qu'en Europe, ça se passe très bien pour vous. Et il nous tend la main, il nous serre la main, il nous dit, mais les gars, vous avez un très très bon business. Vous pouvez vendre votre boîte 10 millions en Europe. Continuez à grossir et vendez votre boîte en Europe. Ça se termine comme ça. Et dit un peu dégoûté, moi, pas tant que ça finalement, parce que c'était une superbe expérience et je comprends qu'on peut quand même faire de belles choses. Et on rentre et on se dit, en vrai, ce qu'on doit faire, c'est de la tech. Et puis, on était en plein dans la Silicon Valley, tu vois. Et tout le monde ne jure que soit par l'IA, soit par de la tech. Il n'y a que de la tech qui parle là-bas, tu vois. Et du coup, on se dit, OK, à ce moment-là, il y a beaucoup de studios qui commencent à pop à droite à gauche. Il y a des clients à nous qui ont lancé leur propre studio, etc. Et on se dit, on peut rester leader du marché si on va vite, si on ouvre des franchises, etc. Mais ce n'est pas un business qu'on va réussir à scaler facilement. Mais par contre, on peut réussir... Mais c'est un super asset. C'est un super asset. On peut réussir à créer un business scalable avec de la tech sur un business de création de contenu. Et du coup, à ce moment-là, vient l'idée de Spread. Eddie soumet l'idée. Moi, je dis c'est une superbe idée. Il y a Thomas qui était le CTO de Podspace, donc qui a développé le module de réservation, etc., qui est super chaud, qui est un super dev. Tu vois, il a développé la plateforme Solanart, pour la petite histoire. On se dit, les gars, on s'associe à 3, on fait les Avengers, on peut faire un truc de ouf. Et on lance Spread. Donc là, ça fait 4 mois qu'on est en train de bosser sur Spread. Et le but, c'est de faire un outil all-in-one pour les créateurs de contenu qui va, donc, à la fois une marketplace qui va référencer tous les studios de création de contenu du monde, mais aussi un tool qui va faciliter la gestion de fichiers pour les studios. Et ensuite, une fois que les fichiers sont exportés sur la plateforme, sur l'espace client du créateur, avec de l'IA, tout se découpe, un peu comme le fait aujourd'hui Submagic ou Opus Clip, des boîtes comme ça, et tu as tes fichiers prêts à être envoyés. Et en fait, la différence qu'on a, et je pense la force qu'on a avec Spread, c'est que moi, en tant que créateur de contenu, je me suis dit, OK, c'est quoi ton problème aujourd'hui, même avec Podspace? C'est que même avec Podspace, je reçois mes fichiers, je suis obligé d'utiliser un tool pour faire mes shorts, clairement, un tool pour envoyer sur YouTube, pour programmer mes posts. Même pas, sur YouTube, moi, je le fais à la mano. Sur les plateformes audio, je le fais avec Ocha. Je mets du coup dans Submagic pour avoir du coup parce que tu vois, vous me donnez un teaser, mais du coup moi derrière je vais remettre aussi les sous-titres à ma sauce. Exactement. Avec Submagic. Si j'ai besoin de plus de shorts, je vais mettre dans Opus Clip. Non, j'avoue, on utilise plein d'outils pour ça. C'est ça la problématique. Moi, ma problématique aujourd'hui, c'est que j'utilise trop d'outils. Moi, j'avoue que mon rêve, regarde, vas-y, en fait, c'est pour ça que c'est marrant parce que moi, j'avais compris un peu ce que c'était Spread, mais on s'en était pas encore trop parlé. On s'est dit, vas-y, on s'en parlera quand on viendra au podcast. Mais limite, on avait prévu d'en parler avant ou après. Bah, tu vois, on va en parler pendant. Tu vois, allez, let's go. Plus simple. Tu vois, moi, grosso modo, mon rêve en tant que créateur de contenu, là, je viens chez Podspace. Tu vois, par exemple, on fait là l'épisode ensemble.
Moi, après, donc du coup, j'en ai encore 2 cet après-midi, mais après, je rentre chez moi à Bordeaux. Et ben moi, je voudrais à un moment donné recevoir une notification qui me dit c'est bon, ton épisode est prêt. Alors, je pense qu'au préalable, moi, il aurait fallu que je dise voici mon épisode comment je le veux. Genre, tu sais, je coche des pas besoin de faire de montage. Ou alors, j'aurais pu cocher enlever tous les blancs, tous les bugs, tous les machins. Ou alors, j'aurais pu dire attention, telle personne, elle m'a demandé de retirer tel passage. Du coup, retirer tel passage. J'ai besoin. Du coup, moi qui ai mon jingle avant, mon intro, j'ai peut-être besoin d'avoir un teaser à part, parce que je vais peut-être faire un post sur LinkedIn ou sur TikTok ou sur Insta où je vais teaser l'épisode. J'ai besoin d'avoir X short. Forcément, la base. Franchement, mon rêve, ça soit même de dire j'ai besoin aussi d'avoir la piste audio, parce que moi je la mets aussi sur les Spotify, Apple Podcast ou quoi. J'ai besoin d'avoir une description. Si je peux, hein, tu vois, parce que tout ça, aujourd'hui, on le fait nous-mêmes. Totalement, exactement. J'ai besoin d'avoir un post newsletter pour distribuer l'épisode. J'ai besoin d'avoir un post LinkedIn. Donc, en vrai, si demain, j'ai un outil qui me donne tout ça au même endroit, est-ce que c'est ça C'est exactement ça l'idée. Voilà. C'est exactement ça l'idée. Après, moi, je suis client de ça, du coup. Après, tu vois, sur les features, Vous pouvez pas tout faire on peut pas tout faire d'un coup. Ah, non, clairement. C'est un très, très, très gros projet. Et c'est pour ça que ça nous prend du temps. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut que dans un temps 1, vous répondiez à une seule feature. Exactement. Un seul problème qui va être votre tête de gondole. Donc, en fait, il faut répondre au problème le plus simple à régler, mais le plus évident. Donc, du coup, c'est lequel dans votre cas En gros, nous, on se dit qu'aujourd'hui, on a validé la demande avec Podspace sur la création de contenu. Les gens ont besoin de créer du contenu dans des studios de création de contenu. Donc, pas forcément du podcast, ça peut être de la formation, ça peut être des vidéos YouTube, etc. La majorité, c'est les gens viennent faire du podcast, mais on a beaucoup aussi de contenu de VSL, etc., d'AD, etc. Donc, il y a quand même pas mal de studios qui ont pop là, cette année. Et avec ça, on peut démocratiser et rendre accès plus facilement aux studios de podcast et à la création de contenu à un niveau worldwide. Donc, tu vois, déjà, avec Podspace, on est présent en Espagne et aux États-Unis, enfin à Miami. Mais on a fait une étude de marché, on a listé tous les studios du monde. Il y en a peut-être 250, 300, tu vois. Mais des studios vidéo professionnels. Hein. C'est pas beaucoup, du coup. Bah, moi, je trouve que c'est pas mal. Ah ouais, ouais. Des studios vraiment comme Podspace. Hein. Parce que si je te prends tous les studios vidéo plus podcast, peut-être qu'il y en a peut-être... Parce que tu vois, regarde, moi, comme je le verrais, tu vois, je te donne pareil, encore une fois, un exemple perso et un besoin perso. Mais encore une fois, qui a un besoin, qui a un exemple un peu niche, mais bon, je vais te le dire quand même. Bah, tu sais, nous, on a lancé un nouveau coworking là, avec Alexandre et Stéphane de Tudigo. Ça s'appelle Maison Tiac. C'est un gros hôtel particulier, 1000 mètres carrés. Eux, ils ont mis toutes leurs équipes de Tudigo. Et on a également une partie coworking qu'on est en train de remplir. Et on s'est fait un studio de podcast. Voilà. Et du coup, nous, ce studio de podcast, en fait, l'idée, c'est que ça soit une ligne de revenus. Parce que comme on a acheté le lieu, nous, le but, c'est que c'est pour ça qu'on fait du coworking, c'est pour qu'en fait, nous, ça soit break-even pour nous. Donc, le studio de podcast, évidemment, il y aura des prix d'amis pour les gens qui sont dans le coworking, mais on veut également l'ouvrir pour les gens extérieurs. Voilà. Demain, moi, ça me saoule d'en faire la com ou quoi, etc. Bah, moi, pareil, si je peux être sur une plateforme, un peu une sorte de Airbnb du studio de podcast... Bah ça, c'est ça qui m'arrangerait. Mais c'est ça qu'on veut faire, tu vois. Donc là, avec les studios existants, c'est montrer la hype et pousser les gens ensuite à lancer leur propre espace. Exactement. Donc, que tu aies une chambre ou un petit espace que tu peux aménager, tu n'as pas besoin de tout ça. T'as pas besoin de le budget minimum pour lancer un setup d'enregistrement de podcast, c'est quoi? Avec 2000 balles, tu fais un truc ou pas? Ouais, 2000 balles, je fais un truc parce que nous, là, on a des caméras pro qui coûtent cher. Mais t'imagines, tu lances, même toi, t'es une boîte, t'es une start-up, tu lances ton petit studio, tu dépenses. Moi, je connais plein des potes qui ont dépensé 2, 3, 4 000, 5 000 euros. Ils se sont fait leur studio. Mais j'avoue, tu dis, c'est dommage, les gars, vous faites 5 vidéos dans le mois. Ouais. C'est-à-dire qu'après toute la journée, le studio, il est là, il est pourri, il attend. Alors qu'il y a une demande. Et alors qu'il y a une demande, il y a des gens qui pourraient venir chez vous. Alors, ils le font pour les copains ou quoi. Voilà. Mais en fait, faites-le et soyez rémunérés pour. En fait. Exactement. Comme le fait aujourd'hui... votre TOSMA, quoi. Ouais, comme le fait Airbnb, comme le fait Peerspace sur des espaces de location, d'événements, etc. Le but, c'est de créer un marché, tu vois. Donc, créer du revenu supplémentaire à des gens. Et je pense que toutes les plateformes qui vraiment explosent, c'est parce qu'elles ont réussi à créer une économie. Moi, je pense vraiment ça. Et si on arrive à créer une économie et à faire en sorte que les gens gagnent de l'argent avec la plateforme, on a tout gagné. Il va y avoir une grosse éducation à faire quand même. Bien sûr, mais le marché est en constante augmentation. Ouais, je pense que la vidéo est pas près de se barrer et je pense que tout le monde commence à le comprendre. Donc c'est un très très gros projet, mais moi j'y crois à 200% et pour moi c'est l'évolution de Podspace. Maintenant,
Là où ça va être compliqué, ça va être c'est le trafic, forcément. Après, on a la chance d'avoir Podspace qui a quand même une belle traction, donc on va s'en servir, forcément. Mais l'objectif, c'est que les studios qui tournent déjà, qui ont déjà un certain nombre de clients, on se serve de ça aussi pour ramener des clients sur la plateforme et augmenter les utilisateurs. Tu comprends? Parce qu'une fois que nous, on arrive à capter un client, le but, c'est qu'il utilise tout le temps la plateforme et qu'ensuite, qu'il aille de studio en studio. Et on veut créer en fait la plus grosse communauté de créateurs de contenu au monde. Ouais, ok. Donc c'est ça en fait. Ouais. Donc le projet il est quand même assez ambitieux. On est d'accord que c'est sur cette boîte que vous cherchez à lever des fonds, pas sur Podspace? Les deux. Les deux? Parce que sur Podspace, on commence à faire de très beaux chiffres, honnêtement. Il y a toujours une traction. Là, on ouvre Lille en franchise. On a signé... je vais pas le dire parce qu'on va communiquer bientôt dessus, mais on a signé une autre ville. Alors l'épisode, franchement, il va sortir, je pense, début janvier. Début janvier, du coup, allez, tu sais quoi, je te dis tout. Vas-y. On aura en janvier, on aura ouvert la Réunion. Ah, sympa. On a signé l'île Maurice. Là, on est sur Lyon et Marseille. Et on a reçu plus de 100 demandes de franchise. Ok. C'est énorme. Donc, on est en train de traiter, du coup, avec Céline que tu as rencontré, toutes les demandes. Donc, on va continuer à ouvrir les franchises et on aimerait lever pour ouvrir en propre les grandes villes. Tu vois. Et à chaque fois, vous voudriez acheter vos murs? Non, vous louez quand même. Là on est sur de la location. Attends, on m'appelle. Désolé. Tac. Voilà, c'est good. Là, on est sur de la location. Mais il y a un beau projet IMO juste à côté, là, dans la rue, pas loin. Une très, très belle surface. Et là, on pourrait faire vraiment, si on lève, on pourrait faire un truc. Parce qu'en fait, là, magnifique. au début, aujourd'hui, je ne me rends pas compte. Parce qu'on l'a dit, là, tu vois, là, dans les locaux dans lesquels on est rue des Jeuneurs. Donc, en fait, on est à 15 secondes à pied du local original, qui est rue Montmartre, c'est ça. Où là, il y a un setup. Enfin, il y en a peut-être, il y a une pièce où il y a deux setups, décors, grosso modo. Et là, ici, il y a 2 pièces, dont 3 setups, bientôt un 4e, du coup, avec une 3e pièce. L'idée, c'est d'en ouvrir aussi d'autres là à Paname? Il y a Station F qui arrive déjà. C'est vrai, parle-moi de ça, de Station F, là, parce que tu m'en avais vachement parlé sur WhatsApp. Station F, ça s'est passé comment? C'est Roxane qui m'a envoyé un message sur LinkedIn. Et j'étais agréablement surpris, tu vois, parce que moi, je la connaissais. Roxane, la CEO de Station F. Exactement. Je la connaissais avant. Et je me suis dit, c'est super cool. Elle m'a dit, écoute, James, on a beaucoup de demandes de podcasts à Station F. On n'a rien pour tourner. On a récupéré une annexe juste à côté de Station F, donc sur le trottoir d'en face, littéralement, où on fait plusieurs shops. Donc, il y a un restaurant, il y a une boutique free, il y a un shop de réparation de vélo. Est-ce que vous êtes partant pour ouvrir un Podspace à Station F? C'est trop bien. Je vois, écoute, let's go, tu vois. Des mecs comme nous, tu dis ça, en fait, jamais on dit, ouais, non, je suis pas chaud là. Je préfère, donne-moi des choux capiques plutôt. Bien sûr. Bien sûr qu'on est chaud. Donc, du coup, avec Eddie, on se met sur le sujet. Après, c'est un dossier qui a pris quand même pas mal de temps. Ouais. Donc là, le local, on l'a eu vraiment brut. Ça nous a coûté cher. Et encore une fois, on n'a pas levé de fonds. Donc, on s'autofinance depuis le début. Et il faut savoir que, tu vois, là, typiquement, en travaux, il y a Station F, il y a le studio en haut et il y a Miami. J'ai 3 chantiers en cours qu'on autofinance. Tu vois, donc, c'est quand même un projet qui... il y a beaucoup de stress. T'as une trésor qui est en flux tendu, quoi, grosso modo. Ouais, j'ai une trésor en flux tendu. Ouais, mais on arrive à payer une vingtaine de personnes quand même et des locaux en plein dans le 2e arrondissement de 300 mètres carrés, tu vois. Ouais. Donc, ça reste un business rentable. Non, mais ce que je te dis, c'est que du coup, en fait, t'es toujours en flux tendu parce là, que du coup, t'es toujours en train de réinvestir. Exactement, en fait, exactement. C'est pour ça qu'on aimerait lever des fonds pour respirer un petit peu et pour vraiment arrêter de bricoler et faire un projet sur les prochaines villes qui est vraiment, vraiment beau, tu vois. Donc, c'est très chaud, on peut en reparler et tout. Et sur le truc de Station F, donc, moi, j'avais pas compris que c'était un petit peu à l'extérieur, du coup. Ouais, en fait, il y a Station F et ils ont acheté un espèce de bâtiment en face. Donc là, la Paris Creator Week, ce sera du coup à l'extérieur ou ce sera Non, ça sera dans Station F. Parce que les travaux sont pas finis. Et les travaux sont pas finis, donc dans la Paris Creator Week, on va faire un setup éphémère. Ok, oui, de toute façon, quand l'épisode sortira, du coup, la Paris Creator Week sera déjà passé. J'espère que ça va être un super truc. Vous, du coup, vous faites quoi là-bas? Enfin, c'est quoi le partenariat? Moi, je suis speaker sur Podspace. Shona est speak aussi sur James et Shona. Et on met en place un setup éphémère pour permettre aux gens de tourner des podcasts. Donc, du coup, c'est bon, je pourrais faire mes 3. Ouais. Logiquement, en plus, j'ai du beau monde là sur les 3, mais ça me permet d'en faire 3 dans la même journée. Écoute, ça va être hyper cool.
De quoi est-ce tu aurais aimé qu'on parle et dont on n'a pas parlé? C'est quoi un peu les autres sujets, s'il y en a d'autres? Parce que je pense que tu as déjà quand même assez de taf avec tout ça. C'est quoi un peu les bails? Bah, je pense qu'on a parlé de tout, après pas tout en détail, mais la franchise, c'est une belle opportunité. Ah, aussi mais pour nous. vas-y, parlons-en. Parce que c'est qu'en fait, que pour expliquer aux gens, bah, en fait, vas-y, tu vas le faire mieux que moi. Non. C'est quoi la franchise, en fait, grosso modo? Comment ça fonctionne et c'est quoi le business model derrière? C'est quoi l'économie derrière? Bah, le business model, c'est un business model de franchise, donc il y a un droit d'entrée et puis ensuite ils payent des fees par rapport Voilà, au chiffre très d'affaires simple. qu'ils font. Mais encore une fois, c'est marrant de voir comment la création de contenu peut t'aider à scaler un business qui soit physique ou digital et à quel point ça peut aller vite. Je n'ai pas d'éléments de comparaison forcément, mais j'aimerais bien savoir, à titre de comparaison, tu vois, une autre marque qui se lance en franchise, lorsqu'elle fait son annonce, OK, on ouvre la franchise, c'est parti, vous pouvez soumettre vos candidatures. Combien de candidatures ils ont lors du lancement? Bah, c'est pour ça qu'ils font le salon de la franchise, ils font tout ça et tout, quoi. C'est incroyable qu'on ait eu plus de 100, là je crois qu'on est plus à 150, 180 demandes de franchise en l'espace de, je sais pas moi, un mois après l'annonce. Ouais, Mais lourd. juste parce que on crée constamment du contenu, on est sur un business de création de contenu, donc on est obligé de faire ce qu'on vend. Et que les gens voient cette opportunité de, OK, la création de contenu, c'est le business à lancer dans les prochaines années. On ne jure que par de la vidéo. Je pense que dans 5-10 ans, il y aura autre chose, mais il y aura toujours l'aspect vidéo, forcément, même s'il y a l'IA aujourd'hui qui arrive, tu vois. Et c'est intéressant de voir à quel point, tu vois, ça peut aller très, très vite. Donc là, comme je l'ai dit avant, ouais, il y a plusieurs villes qui vont ouvrir. Et je pense que, honnêtement, d'ici peut-être 1 an et demi, tu auras des studios de création de contenu partout. Ouais. Partout. Et c'est pour ça que la logique de spread vient, tu vois. Et en fait, vous savez que dans le meilleur des mondes, en fait, vous avez un Podspace en franchise dans toutes les grandes villes de France, quoi. Ouais. Mais du coup, tu vois, ma question, et c'est parce qu'à un moment donné, forcément, quand on en avait parlé, je me suis dit, vas-y, est-ce que, genre, je sais pas, je trouve un poulain et on monte un Podspace à Bordeaux. Tu vois, autant à Paris, j'ai pas de doute. J'en ai un sur des villes de province. Donc toi, je suppose que vous avez fait quand même quelques recherches, que vous avez discuté avec des gens ou quoi. Ou alors, peut-être pas, j'en sais rien. Est-ce que tu penses que même dans les villes de région, il y a une demande aussi forte qu'à Paris, où il va falloir faire de l'éducation pour que les gens y comprennent qu'ils doivent aller faire de la vidéo et ce genre de format? Il y a toujours un travail d'éducation à faire, je pense. Mais le travail, il est mâché par la croissance de la créateur économie. Donc, forcément, tu vas devoir éduquer ton marché, tu vas devoir prospecter, mais les gens vont finir par le comprendre par eux-mêmes qu'ils ont besoin de faire de la vidéo. Aujourd'hui, nous, tu vois, là, il y a KPMG qui nous envoie un mail, on veut tourner du contenu, on en a besoin, quand est-ce qu'on peut venir? KPMG, aujourd'hui, on travaille avec LCL, NJ, des boîtes de tech comme Penny Lane, etc. C'est des entreprises qui sont aujourd'hui conscientes qu'elles n'ont plus le choix. Elles doivent créer du contenu. Que ça soit du podcast vidéo, que ça soit des vidéos pour Instagram ou TikTok, que ça soit du format audio, peu importe. C'est le marketing d'aujourd'hui, en fait, tu vois. Donc, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps, et encore, je ne suis même pas convaincu. Mais pour en revenir à ta question, forcément, aujourd'hui, demain, on arrivera à un point où même les villes de province auront besoin d'un espace pour créer du contenu parce que c'est devenu la norme. Clairement. Tu vois? Et aujourd'hui, dans tous vos studios, vous avez eu des milliers d'invités, fait des milliers de vidéos. Forcément, il doit y avoir quelques pépites, quelques belles anecdotes. Déjà, je sais pas, si on va essayer de prendre un peu un top 5. Vous avez forcément eu des gros invités, des gens vraiment ultra, ultra lourds. Et c'est quoi peut-être les 4 ou 5 peut-être qui t'ont le plus marqué? Alors quand je dis, voilà, qui t'ont le plus marqué, ou anecdote gaulerie ou quoi, est-ce que tu as des choses que tu as le droit de dire là-dessus? Le premier, François Hollande. Ouais, ça c'est lourd. François Hollande, Ancien président. Au bout de 6 mois d'activité, Ouais, c'était on au début. reçoit François Hollande. Waouh! Il nous a serré la main. Félicitations les gars pour ce que vous avez fait. C'est un réel besoin. Vous avez raison. Après, on était en train d'ouvrir rue des Jeuneurs. Donc on lui avait expliqué le projet. Rue des Jeuneurs, c'est une très très bonne rue. Vous savez, c'était incroyable, François Hollande. Mais je pourrais pas t'en citer d'autres parce que François Hollande, c'est celui qui m'a le plus marqué, je crois. Mais on a eu des... Moi, j'ai des super souvenirs. Moi, Podspace, j'espère en tout cas pour l'instant, c'est le plus beau projet de ma vie, tu vois. Ça m'a ouvert tellement de portes. Hein, 29, ah oui, ok. Un peu plus vieux. Il y a Tony Parker qui est venu il y a 2 jours. Ouais, on m'a Tipeee. dit, ouais.
Corneille, que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune, qui est venu aussi. J'ai l'impression qu'il fait un comeback là en ce moment là, je le vois partout. Après, j'ai plein de personnalités. Malik Bentala, Louane qui était venu, Gazo le rappeur. J'ai pas mal de rappeurs en ce moment qui viennent puisqu'on produit l'émission CKO de Balou et Chris qui est en train d'exploser sur les réseaux sociaux. J'ai des gros stars qui doivent venir là, dans les prochaines semaines. Mais l'objectif, c'est de faire ça aux États-Unis. Normalement, on a des guests sur le lancement de Podspace, genre des stars internationales. Tu ne peux Parce pas. que là, Miami, vous le sortez quand? Là, le 2 décembre, c'est les premiers tournages. Ah ouais, parce que attends, moi, les dernières stories que j'ai vues de toi, c'était quoi, il y a 15 jours, un truc comme ça? J'étais là-bas, ouais. T'étais là-bas, c'était encore gros travaux, non? Ouais, gros travaux, et c'est pas évident de gérer un business comme ça. Vous mettez un chef là-bas quand même? T'es pas sur place, ouais. Il y a quelqu'un, Edgy reste là-bas aussi. Ok. Donc Edgy quitte la France et va vivre à Miami, donc au moins pour la prochaine année, pour lancer les États-Unis. Donc on aimerait ouvrir aussi San Francisco sur Podspace et New York. Donc c'est les 3 grosses villes, Miami, New York, San Francisco. Ah, putain, il va passer ça live dans l'avion. Hein. Ouais. Bah là il est à SF. Justement, là, là, on sera en janvier, mais là, à l'heure où je parle, il a SF. Vous montez Salt Lake City, vous avez les 4 coins du coup. Ouais, et SF, on est sûr que ça cartonne, tu vois. On est convaincu que ça cartonne parce qu'on le voit aujourd'hui, je crois qu'on a peut-être 65% des réservations, c'est des boîtes. Hein. C'est énorme. Tu vois, et on pensait que ça allait être les créateurs de contenu. Mais... Ah non, parce que ça, c'est trop niche, en fait, en vrai, tu vois. Les gens comme moi, par exemple. Tu vois. En fait, on baigne là-dedans, donc on a l'impression qu'il y en a plein. Bien sûr. Mais en fait, t'as vite fait le tour. À partir du moment où c'est un marché qui se compte en centaines ou quelques petits milliers de clients potentiels, wow, c'est dur de faire tout un énorme business là-dessus. Alors qu'en effet, t'as raison. Les boîtes, là, il y en a des centaines de milliers et tout le monde, encore une fois, doit avoir le besoin... Tu loues une journée de studio, ça coûte 1000 balles ou quoi. Enfin, tu vois, c'est assez accessible à la bourse de tout le monde. Totalement. Donc, en fait, tout le monde devrait le faire, en fait. Tu vois, au lieu de faire des trucs à la con dans leur bureau, investissez un tout petit billet et puis faites un truc propre, quoi. Exactement. Et tu vois, j'ai plein de boîtes qui viennent tourner des ads. Et après, je tombe sur les ads et je vois qu'en plus, les ads cartonnent. Là, récemment, il y a une boîte que putain, je me rappelle plus du nom, mais je suis tombé sur la publicité. Et ensuite, je suis tombé sur le creative stratégiste qui avait mis en place la pub sur LinkedIn. Il a fait un post LinkedIn. Il a dit, ouais, cette pub a cartonné, a fait X milliers d'euros de chiffre d'affaires pour mon client, etc. Et c'était tourné à Podspace. Je me suis dit, putain, c'est vraiment génial, en fait. C'est vraiment génial. Et c'est marrant à chaque fois. Tu vois, maintenant, je suis sur mon téléphone et je scroll et je vois tous nos décors passer. Mais au-delà de ça, tu te souviens, on avait une conversation au tout début où tu me disais, tu penses pas qu'à un moment, les gens vont en avoir marre de voir tous les décors partout? Et moi, je t'avais répondu qu'au final, avec le recul que j'ai sur le business, c'est que je pense que les gens s'en foutent du décor, mais veulent juste du contenu rapidement. Ouais, non, t'as raison. Je pense que je peux laisser comme ça pendant encore 1 an et demi. Bon, forcément, au bout d'un moment, je vais changer. Là. Ouais, après, ça va, tu changes 2-3 tableaux, voilà, tu mets un petit point de couleur. Change la couleur, c'est fini, tu vois. Ouais. Et le problème majeur, c'est réussir à créer du contenu rapidement, de qualité, et pour pouvoir ensuite diffuser sur les réseaux sociaux. Ouais, clairement. Non, mais c'est ça, en fait, c'est ça la clé. Et en fait, on voit que ça peut aller vite. Tu vois, moi, je viens chez vous, grosso modo, 2 jours tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc, en fait, ça va, tu vois, c'est pas non plus la mort. Mais là, dis-toi qu'en fait, je vais faire du coup une quinzaine d'heures de contenu, même avoir un petit peu moins. Mais de ça, après, du coup, tu peux en faire de l'écrit, tu peux en faire des shorts, tu peux en faire des points à un moment donné. Par exemple, on a parlé de la franchise, tu vois, je peux faire une vidéo courte de 5 minutes qui dit comment on monte une franchise et tout. Enfin, en fait, après, c'est infini. Mais par contre, c'est vrai que le faire tout seul, c'est compliqué. Et tu vois, pour revenir sur Spread, moi, au fait, aujourd'hui, c'est que du coup, tu es obligé aussi de multiplier les outils. Et tu es obligé aussi de multiplier les freelances, les agences, les équipes. Donc, en effet, du coup, avoir un outil ou même un clampin comme moi peut utiliser, et tu vois, c'est pour ça que c'est le succès d'outils comme Submagic ou quoi, c'est que même moi, j'y arrive. Tu vois, Opus Clip, pareil, j'y arrive. Très simple d'utilisation, bien sûr. Il faut que ce soit ultra simple, que tout le monde comprenne. Pas besoin d'être ingénieur Bac+10 pour le faire. Mais en fait, c'est vrai que c'est ouf qu'à partir d'un contenu, par exemple de 1 heure, tu peux après le mettre, mais vraiment partout. Ouais, totalement. Et je pense que notre force sur Spread, c'est qu'au final, on va être les premiers propriétaires du contenu. Donc, par exemple, si je compare à un Opus Clip ou une autre plateforme de création de contenu où tu fais tes shorts, c'est les clients qui amènent le contenu sur la plateforme. Nous, ce n'est pas les clients qui amènent le contenu sur la plateforme, c'est les studios qui nous amènent le contenu créé par les clients sur notre plateforme. Donc, c'est pareil pour Podspace, tu vois. Là, la vidéo qu'on est en train de tourner, elle est tournée ici. On va te la livrer. Mais là, demain, on la livrera sur l'espace client, donc de Spread. Et nous, on a juste à développer un outil d'IA qui est
te propose tes shorts et te dire quel short tu sélectionnes, voilà, ça coûte tant. Bah, en fait, à partir du moment où on a le contenu, on peut proposer n'importe quel type de features Là, parce tu que fais les clients des sont là. upsells de ma boule à chaque fois, en fait, quoi. Non, je comprends très, très bien le business model du truc. Et on veut en fait surtout réussir, premièrement, à avoir la communauté. Donc, les personnes qui réservent dans les différents studios qui seront listés sur la plateforme, c'est le plus important, je pense. Et une fois qu'on a cette communauté-là, cette base de clients qui voilà, utilisent la plateforme pour réserver des studios, comme c'est le cas actuellement sur podspace.fr, et bah, à partir de là, à partir de leurs besoins, on va leur demander voilà, quelles features vous voulez avoir sur la plateforme. Donc là, on en a déjà listé quelques-unes qu'on va développer et qu'on est en train de développer, notamment les outils d'IA pour prochainer des shorts automatiques, pour faire de l'auto-cut, comme Autopod, donc changement de caméra en fonction de la personne qui parle, etc., généré automatiquement sur la Ça plateforme. se fait un peu automatiquement, ça, non, déjà? Ça se fait automatiquement, mais tu es obligé. Encore une fois, tu vois, ça, c'est un outil. Oui, c'est parce que vous avez le logiciel pour, mais On demain, a le logiciel sur Première. vous avez le mec sur Strasbourg qui a pas, qui va vous fournir, en fait, cette vidéo-là, cette vidéo-là. En fait, pareil, il faut que vous ayez le bon outil, mais c'est lourd quand même, techniquement, ce que tu es en train de me décrire, non? Ouais, c'est lourd. C'est pour ça que ça demande déjà des gens compétents pour développer cette plateforme-là. De base, ça demande beaucoup d'argent, je pense. Et d'ailleurs, c'est Podspace qui finance le développement de Spread. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que, financièrement parlant, nous, il faut qu'on commence à souffler un petit peu et lever des fonds. Parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire un chantier à Miami, un chantier à Station F. Station F, ça nous coûte plus de 80 000 euros quand même. Ouais, tu vois, refaire en haut. Mais par contre, après, c'est vous qui prenez tout le chiffre d'affaires. Ah oui. On est ok. 100%. Et en plus de ça, développer un outil qui nous coûte super cher au final, ça fait quand même 4 mois qu'on bosse dessus. Là, sur Spread, on pensait à lever avant même de lancer le produit. Moi, je ne pense pas que ça soit une bonne stratégie. Mais Tu pourrais, hein? On a des calls avec des VC. On a eu déjà 3 calls avec 3 VC différents, 2 aux États-Unis et 1 à Londres. Pourquoi tu fais pas une première levée avec des BA? Ça pourrait, ouais. Mais moi, je pense qu'on doit release le produit avant. Donc le lancer. Ah, tu fais juste une V1, mais tu sais, votre V1, parce c'est qu'on va simple. trop diluer. Tu sais, la V1, pour moi, c'est Airbnb du studio de podcast. Mais en fait, le problème, c'est que quand on a dit ça, du coup, on est clair. Mais je me demande si, du coup, les gens, si tu dis Airbnb du studio de podcast, ils se disent pas, ah putain, là, c'est méga niche, quoi. Tu vois, en fait, c'est peut-être ça, en fait, le risque. Mais c'est pour ça que nous, on communique pas en tant que Airbnb du studio de podcast, mais de la création de contenu. Le but, c'est que à partir du moment où tu as un endroit libre et tu as une caméra, tu puisses louer ton espace. Non, t'as raison. Et proposer la création de contenu à des clients. Non, t'as raison. C'est plus ça. Parce que la création de contenu, aujourd'hui, c'est mainstream. En fait, c'est une mélange d'un peu de Airbnb, presque un peu aussi d'un Malte. C'est-à-dire que demain, même, le mec qui a 18 ans, qui a fait son matos dans sa chambre d'étudiant, bah, alors, peut-être pas quand même, bon, il pourrait, en fait, dire aux gens, bah, en fait, viens faire ta VSL chez WAM. En fait... et du coup, en fait, j'ai le setup, en fait. C'est pas moi qui viens à toi. C'est pas moi qui viens à toi, c'est toi qui viens à moi. J'ai compris ce que tu veux dire, mais on va le proposer sur la V1 du site. C'est pas exactement ça. Et encore une fois, c'est pour ça que je t'ai dit là, on est sur une construction de produit, donc c'est les utilisateurs finaux qui vont nous dire vers quelles features on doit se diriger. Donc là, on va en proposer plusieurs. Et il y en a une qu'on va proposer, c'est on vous ramène votre studio de podcast à l'endroit où vous voulez être. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a des demandes sur Podspace. Encore une fois, tu vois, on se sert de Podspace pour comprendre le marché. Par exemple, NJ... C'est-à-dire que tu veux le mec avec son matos, il se déplace? Ouais, NJ. Okay. NJ nous a demandé de venir au dernier étage de la tour à la Défense pour tourner le podcast, pour tourner leur podcast en interne. Et j'ai de plus en plus de demandes comme ça, tu vois. Et on l'a fait, pour le coup. C'est l'enfer, c'est en termes de logistique, du coup. C'est l'enfer en termes de logistique quand c'est des grosses productions. Quand c'est un setup comme toi et moi, 2 personnes, tu prends 2 caméras, c'est fini. Un vidéaste le fait, tu vois. Donc, t'as 2 pieds de micro à prendre, 2 caméras, une lumière, c'est fini. Et il y a déjà des boîtes qui le font, des freelanceurs qui le font, etc. Et on pense que ça peut être un marché, comme le faisait Miro avec les photographes. Bah, pourquoi pas le faire avec la vidéo? Encore une fois, c'est de l'itération, il faut tester, il faut voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. En tout cas, on va le proposer. On va essayer encore une fois de goupiller, de bricoler au début sur la mise en relation. Parce qu'on a développé une feature de... le but, c'est de créer une communauté de créateurs de contenu. Donc, il y a une feature où tu peux rentrer en contact avec tel créateur de contenu pour lui dire, je t'en avais parlé au tout début, tu te souviens, ce que je voulais faire sur Podspace, au final on le met sur Spread, pour lui dire, écoute, tu veux passer dans mon podcast, hop, viens, telle date, on choisit ce studio-là. Ça a été rapide à développer. Donc la feature de mise en relation, on l'a déjà. On s'est dit, ok, on a la mise en relation pour les créateurs de contenu, on peut compléter ça avec la mise en relation entre vidéastes et entreprises. Maintenant, à voir ce que les clients vont prendre comme features, mais on verra vers où on va se diriger, quoi.
Ah putain, hyper intéressant. Et alors je sais pas si c'est un chiffre public, tu sais un peu de combien vous avez besoin. Bah là, on est sur la fin de La V1, tu la sors de quand, la V1. tu vois Donc, dans 2 semaines, on a fini la plateforme, enfin le MVP. On fait les premiers tests avec les premiers studios partenaires. Et je pense qu'on fera. Je pense pas qu'on doit lancer à la fin de l'année, donc décembre, vu que c'est les fêtes. Ouais, non, Ça serait bête. Mais d'ici début janvier, on le lance en public. Ok, donc gros projet 2025, on pourra Big s'en projet. reparler. J'y crois à 2000%, j'y crois. Moi aussi. Écoute, on a fait 1h15 de On a podcast. bien En discuté. tout cas, ça faisait plaisir de enfin pouvoir le faire sans, parce qu'en fait, ça fait un bail qu'on doit le faire, mais à chaque fois, on se loupe ou quoi. Enfin, donc c'est fou. Je viens chez toi, t'es chez toi. Enfin, normalement, ça aurait dû être simple, mais bon. Écoute, au moins là, on a pu se caler. Ouais, En tout cas, moi, à mon tour, de te dire également que je suis hyper fier de ce que vous avez fait. Je suis trop content merci. d'avoir été client dès le départ ou quoi. Parce que même si moi, du coup, je pense être l'un de vos clients les plus fidèles, Ouais. donc je pense que je vous ai aussi aidé à Ouais. mon petit niveau. Mais en fait, vous m'avez aussi vachement apporté et fait évoluer. Et en fait, moi, j'ai évolué dans le podcast en même temps que vous avez évolué. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était déjà pro dès le début. Mais c'est vrai, c'est beau de voir l'évolution qu'il y a en un an, sur même toute l'expérience client, sur tout ça et tout. Donc en fait, bravo à tous les deux. Merci, et bravo frérot. même à toutes vos équipes. Merci beaucoup. Maintenant, moi, quand je viens ici, j'avoue, je suis un peu chez WAM, je Ouais. check tout le monde. J'ai ma place et tout, j'ai mon truc. Merci beaucoup. C'est assez cool. Donc, félicitations, les gars. Merci Hugo. Je vais faire les petites mentions légales de fin de podcast. Let's go. Si vous nous écoutez en audio, évidemment, vous mettez un petit 5 étoiles des familles, ça aide vachement. Si vous êtes sur YouTube, vous vous abonnez, mais surtout vous likez, vous commentez pour nous dire ce que vous en avez pensé ou quoi. Ça nous aide vachement pour le référencement. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur le podcast. Merci encore, James. Merci Merci Space. Hugo. Et merci, et à bientôt, dans La Chapelle Radio. À Ciao bientôt. à tous. Ciao, ciao. C'était génial. Impeccable. Merci, mec. Bah, merci à toi, mon frérot. Yes. Hop. Ah, c'est trop cool. Et franchement, ouais, spread, là, ce qu'il faut faire vraiment gaffe, c'est en effet, je vois le délire